Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on parle de la résidence principale. Quels sont les avantages au niveau de la résidence principale, que ce soit notamment vis-à-vis de l'impôt sur la fortune immobilière, de la plus-value ou des successions. Je vous explique tout dans cette vidéo. C'est parti! La résidence principale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le lieu dans lequel vous habitez. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire éventuellement si vous voulez qu'on développe un peu plus ce sujet. Et évidemment, c'est pas tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo de la DEF. Heureusement, une petite pointe d'humour qui m'a été suggérée par notre cher Guillaume Giraud que certains connaissent. Mais la résidence principale, il y a plein de choses à dire dessus finalement. Il y a quoi? Il y a déjà au niveau de la plus-value. On l'a vu dans une vidéo, mais je peux faire un petit rappel sur celle-ci. La plus-value immobilière est exonérée dans le cadre d'une résidence principale. C'est-à-dire que si j'achète un appartement dans lequel je vis 100 000 € il y a 10 ans et que je le revends 200 000 € aujourd'hui, sur les 100 000 € de plus-value, je ne serai pas imposé. Alors que potentiellement, l'impôt sur la plus-value peut atteindre jusqu'à 36,2% si j'ai détenu le bien moins de 5 ans, okay, et que c'est dans le cadre d'un investissement immobilier classique qui n'est pas fait en résidence principale. Donc, premier avantage de la résidence principale, c'est que j'ai une exonération d'impôt sur la plus-value, d'impôts et de prélèvements sociaux d'ailleurs sur la plus-value. Deuxième chose, j'ai le droit à un abattement de 30% sur la valeur de cette résidence principale dans le cadre de l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a également eu une vidéo sur ce sujet et en fait, il est déclenché à partir de 1 300 000 € cet impôt. Donc, si mon patrimoine immobilier net est supérieur à 1 300 000 €, je suis assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Sauf que sur ce 1,3 million de patrimoine immobilier net, on va déduire évidemment, donc admettons j'ai pour 2 millions d'immobilier, mais il y a 500 000 de crédit, je suis imposé que sur 1 500 000 €. Et si sur ces 1 500 000, il y a 1 million de résidences principales, comme j'ai un abattement de 30%, en réalité, on va tenir compte de cette résidence principale qu'à hauteur de 700 000 €. Donc, j'ai un patrimoine immobilier net aux yeux du fisc de 1,2 million. Du coup, je ne suis pas assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière puisque le seuil de déclenchement, c'est 1,3 million. Ça, c'est pour l'IFI. Donc, deuxième avantage, la plus-value et l'IFI. Troisième avantage, c'est au niveau des droits de succession. Lorsque je décède, en France en tout cas, c'est le cas dans tous les pays, mais en France, c'est comme ça que ça se passe, on prend l'intégralité de mon patrimoine, sauf certains produits très spécifiques, notamment pour la partie immobilière, les monuments historiques, mais pour la partie plus accessible, grand public, les assurances vie, puisque j'ai des abattements très spécifiques en assurance vie, et on en a parlé sur la vidéo de l'assurance vie d'ailleurs, et là je me rends compte qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos de la DEF, mais quoi qu'il en soit, au moment où je décède, on va regarder la composition de mon patrimoine, combien ça représente, et ensuite, on va appliquer des abattements pour chacun des héritiers, donc par exemple mes enfants. Au-delà de ces abattements, si admettons j'ai 1 million de patrimoine qui revient à mes enfants, j'ai 2 enfants, ils ont chacun 100 000 d'abattement, les 800 000 qui restent, donc 1 million moins 100 000 par enfant et ils sont 2, et bien sur les 800 000 qui restent, ils seront imposés aux droits de succession. En moyenne, sur un montant comme ça, on sera à peu près à 20% de droits de succession. Alors c'est progressif, hein, il y a des taux qui sont par tranche, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà, globalement, sur les 800 000, ils auront 160 000 de droits de succession à payer. Ça, c'est si le patrimoine, c'est 800 000 imposables. Sauf que, comme dans le cadre de l'IFI, on a 30% d'abattement sur la résidence principale, eh bien dans le cadre des successions, on a 20% d'abattement sur la résidence principale. Donc si elle vaut 1 million, en réalité, je ne serai taxé que sur 800 000. Et c'est sur ces 800 000 que j'aurai les abattements pour chaque enfant à hauteur de 100 000 €. Donc en réalité, je passe de 800 000 taxables, dans l'exemple que je donnais, à 600 000 taxables. Alors vous me direz, ça fait toujours beaucoup trop à payer en droit de succession, en DMTG, on appelle ça, droit de mutation pardon, à titre gratuit, mais c'est toujours 200 000 € dans l'exemple qui sont imposés en moins. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, ça c'est pour les avantages de la résidence principale. On pourrait également répondre à différentes questions. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer sa résidence principale? Est-ce qu'il vaut mieux acheter dans le neuf ou dans l'ancien? D'ailleurs, je peux le faire rapidement. Il n'y a pas 50 questions à se poser en la matière. Est-ce que je dois acheter ou non ma résidence principale? Déjà, c'est une question d'objectif. Il y en a pour qui c'est un objectif de vie, la résidence principale. Ils veulent mettre tout leur argent dedans, donc grand bien leur face.
Maintenant, sur un plan uniquement financier, pour quelqu'un qui se pose la question et se dit ben, moi, j'aimerais régler la question de la résidence principale, mais je ne sais pas si je dois acheter ou louer, sachant que derrière, j'aimerais investir dans l'immobilier locatif, etc. La seule et unique question à se poser, c'est est-ce que concernant ma résidence principale, déjà, est-ce que la banque va me suivre? Bon, ça, c'est une demi-question, c'est un petit bonus. Mais la seule vraie question, c'est est-ce que ça me coûte plus cher d'être locataire ou propriétaire? Typiquement, à Lyon, généralement, c'est plus cher d'acheter que de louer. Pourquoi? Parce que le foncier est très cher. Mais si j'habite dans une ville comme Saint-Étienne, à la location, un appartement de 100 mètres carrés va peut-être me coûter 800 € par mois, alors qu'à l'achat, ça va me coûter 600 € de mensualité de crédit sur 25 ans. Vous voyez l'idée? Donc, il y a juste ce calcul à faire. Et une fois que vous avez répondu à cette question, vous savez si oui ou non vous devez acheter. Ça dépendra également de la durée. On peut intégrer tout un tas de critères. Évidemment que si vous changez tous les ans de résidence principale, vous avez les frais de notaire, différents frais annexes, donc ça ne vaut pas le coup d'acheter à chaque fois. Mais voilà, l'essentiel, c'est de se dire est-ce que ça me coûte plus cher à l'achat ou à la location? Dès que vous avez répondu à cette question, vous avez une idée. Ensuite, est-ce que vaut mieux acheter du neuf ou de l'ancien? C'est toujours pareil. Il faut poser les chiffres et voir ce qui coûte le plus cher. Par exemple, pour les primo-accédants, entre le taux de TVA qui est potentiellement réduit à 5,5, les frais de notaire qui sont de 2,5 et le fait qu'on puisse avoir jusqu'à 40% du prêt financé à taux zéro, eh bien on se rend compte que souvent pour les primo-accédants, dans certaines zones, sous certaines conditions de revenus, on peut acheter du neuf en résidence principale moins cher que l'ancien. Donc à chaque fois, vis-à-vis de la résidence principale, qui est quand même un problème que tout le monde auquel tout le monde doit répondre à un moment donné, parce qu'avant de vouloir loger les autres, il faut se loger soi-même. Mais vis-à-vis de la RP, si je dois acheter ou louer, et si je dois acheter, est-ce que je fais du neuf ou de l'ancien? Les seules questions à se poser, c'est les chiffres. Est-ce que ça me coûte plus cher d'un côté ou de l'autre? Une fois que vous avez répondu à ces questions, tout est beaucoup plus simple. J'espère que c'était suffisamment clair et précis pour la résidence principale. S'il reste des questions, si vous voulez des exemples chiffrés, notamment des comparatifs, des études qu'on a faites sur le sujet, que ce soit pour l'achat, pour la location, pour le neuf, pour l'ancien, n'hésitez pas à nous le dire. On vous mettra tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la dev. Ciao, ciao.